Je suis Isadora Guerra, je suis la responsable du service participation citoyenne à la métropole de Rouen. Et ce soir, comme vous le savez, nous allons vous proposer un temps d'échange et de débat, surtout, sur la question des droits des scènes et de la personnalité juridique qu'on pourrait éventuellement accorder à la scène. Pour ce faire, nous allons avoir quelques mots d'introduction par Sylvie Nicroissa, notre élu en charge de la participation citoyenne. Et ensuite, nous allons avoir une table ronde. Vous pouvez peut-être déjà vous installer en table ronde, animée par Arnaud Bronotto, juste là, avec la participation de Marine Calmet, de Caroline Mota, de Xavier Brault et de Cédric Fisson, que je remercie pour leur mobilisation pour cette soirée. Nous aurons également un mot de la fin par Hugo Langlois, notre élu en charge de la scène. Juste petit rappel, on vous a fourni ce livret en arrivant. L'idée, c'est que pendant la phase des tables rondes, qui durera 1 heure, vous soyez en écoute attentive et que vous preniez quelques notes qui vont vous aider après pour la phase atelier, puisque l'idée, c'est de pouvoir construire ensemble une contribution sur cette question des droits des scènes, mais Sylvie, elle va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc surtout, utilisez ce support qui vous a été fourni. On va avoir 1 heure d'atelier, 1 heure de table ronde, et puis ensuite 1 heure d'atelier au patio, mais on vous indiquera ça au fur et à mesure de la soirée. Sylvie? Merci beaucoup. Tu as tout dit, Isadora. Donc, moi, je suis très, très contente de vous accueillir. Merci à tous, à toutes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi aux intervenantes et aux intervenants de la table ronde qui vont pouvoir nous exposer leur position sur le fait d'accorder des droits à la scène et éclairer nos débats ce soir. Et merci aussi aux services qui ont réussi quand même en très très peu de temps à concevoir et à organiser cet événement qui est inédit pour la métropole et qui restera sans doute unique aussi. Donc pourquoi se poser la question d'accorder des droits à la scène et pourquoi le faire aujourd'hui, maintenant ? En fait, ce qu'on observe, c'est que face aux urgences climatiques et environnementales, les actions, les efforts qu'on a commencé à faire, ils restent très insuffisants par rapport aux enjeux, pas du tout à la hauteur. Et on continue à observer en fait que les atteintes à l'environnement continuent à progresser, à augmenter, et qui sont de plus en plus lourds. Et l'immense paradoxe, c'est qu'en fait, nous les humains, on va être peut-être les premiers, en tout cas très très affectés par les conséquences des destructions que nous-mêmes nous causons. Donc, il paraît légitime, face à ça, à ce constat d'explorer des nouvelles voies et de rechercher de nouveaux moyens, de nouveaux outils, de mieux préserver, protéger la nature. Et sans doute que ça passe par remettre en question, en fait, la façon dont nous la considérons, le rapport que nous avons avec cette nature. En fait, passer d'une vision où l'homme domine son cadre, son environnement, qu'il considère comme étant à son service. C'est juste là pour lui fournir les services et les ressources dont il a besoin, à une toute autre vision où la nature n'est plus composée d'un ensemble d'éléments, d'objets écologiques qui sont disponibles voilà, pour nous, mais que c'est aussi un sujet et nous en faisons partie intégrante. L'homme, en fait, fait partie intégrante de cette nature, de ce grand cadre naturel. Donc, depuis une dizaine d'années, on constate un peu partout dans le monde des initiatives qui sont prises dans ce sens, souvent d'origine citoyenne, et qui visent à accorder un statut juridique, des droits à des éléments de la nature, soit des fleuves, soit des espèces animales. Donc c'est le cas en particulier dans les pays d'Amérique latine, donc au Panama, en Équateur, en Colombie aussi, mais aussi en Nouvelle-Zélande et en Inde où on a déjà des exemples. Donc ça, c'est un mouvement qui a démarré il y a une dizaine d'années. En Europe, ça a été un peu plus tardif. La première expérimentation aboutie, c'est celle de la Mar Menor. Donc c'est une vaste lagune d'eau salée en Espagne qui a fait l'objet d'une loi à l'issue d'un processus participatif qui a été voté en 2022. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler au cours de la soirée.
Mais si le mouvement donc, a été un peu plus tardif en Europe, il s'est quand même assez rapidement implanté et développé, et notamment en France, où depuis quelques années, il y a différentes initiatives selon des modalités diverses qui sont prises pour essayer de donner des droits, de revoir un petit peu comment on considère nos fleuves en particulier. Donc c'est le cas de la Loire, de la Garonne et de la Seine, donc pour ce qui nous concerne plus particulièrement. Alors sur les droits de la Seine, où est-ce qu'on en est? Eh ben, en fait, c'est une démarche qui remonte à 2020 avec la création d'un collectif qui s'appelle les gardiennes et les gardiens de la Seine, qui a été créé par Wild Legal, qui est l'association qui a cofondé Marine Calmet, qui nous fait donc l'honneur d'être avec nous ce soir, et que je remercie encore. Et ensuite, cette initiative, elle a été assez rapidement rejointe et relayée par la ville de Paris. Et ce n'était pas sans lien avec l'enjeu de rendre la Seine baignable, avec la perspective d'accueillir les JO en 2024. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ce cadre. Et un des objectifs, c'est que ces investissements qui ont été faits puissent être durables. Donc en 2023, la ville de Paris a confié une étude au GRIDO, qui est un organisme de recherche en droit de l'aménagement et de l'urbanisme, pour confirmer la faisabilité de donner un cadre, un statut juridique à la Seine. Ensuite, en 2024, fin 2024, il y a un procès fictif qui a été organisé et qui mettait en scène la Seine, justement, qui allait devant la justice se plaindre d'une entreprise qui l'avait polluée en déversant des produits chimiques. C'est quelque chose qui a été assez médiatisé, donc je pense que ça ne vous a... Voilà, vous avez dû... ça a dû attirer votre attention. Et puis maintenant, donc, la ville de Paris souhaite élargir, poursuivre ce débat, et jusqu'à aboutir à l'écriture en fait, d'une proposition de loi. Et c'est dans ce sens qu'une convention citoyenne vient d'être mise en place par la ville de Paris. Elle regroupe 50 personnes qui ont été tirées au sort parmi la population parisienne. Et bien sûr, comme donc ce panel citoyen va travailler pendant 3 week-ends sur un temps qui est très resserré, puisqu'ils doivent rendre leur copie début mai, et sa mission, c'est de de débattre entre eux, bien sûr, et de se mettre collectivement d'accord sur une série de recommandations qui devront être prises en compte pour définir le nouveau statut juridique à accorder à la Seine. Donc, comme ça ne vous a pas échappé, la Seine ne coule pas qu'à Paris. Les autres collectivités concernées ont été invitées à s'associer au processus, et bien sûr, la métropole de Rouen a répondu présente. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis ce soir. Comme le timing est très très serré, donc on a prévu de travailler en une seule séance, donc une seule soirée. Et c'est pour ça qu'on vous a tous mobilisés ensemble, donc des élus, des acteurs du territoire institutionnel, des citoyens, voilà, et qu'on va vous demander d'échanger, de partager, de croiser vos points de vue. Alors, on va vous proposer, comme Isadora l'a déjà dit, de découper la soirée en 2 temps. Donc, un premier temps d'écoute, où les intervenants de la table ronde vont vous exposer leurs avis selon leur domaine d'expertise respectif et poser un diagnostic. Et puis ensuite, on se retrouvera sur le patio en table ronde, où ce sera un temps plus participatif. On va vous demander d'échanger vos points de vue et de caractériser vous, selon nous, acteurs et élus, citoyens du territoire de la métropole Rouen-Normandie, qu'est-ce qui caractérise la Seine? Quels sont nos enjeux propres? Quelles sont ses spécificités? Et à partir de là, se questionner sur la pertinence de lui accorder ce statut juridique nouveau. Donc ce temps-là, on va y consacrer 1 heure. Ensuite, il y aura un temps de restitution de chaque table, chaque sous-groupe. Et à partir de là, à partir de vos productions, on va en déduire donc notre contribution à la démarche parisienne. Donc l'avis, ce sera l'avis de la métropole, du territoire de la métropole de Rouen, sur la question d'accorder de nouveaux droits à la Seine. Voilà, s'il n'y a pas de questions à ce stade, on va tout de suite passer la parole à la table ronde. Donc, Monsieur Brento qui anime. Petit aparté pour préciser qu'on a avec nous Marie Mélia qui va nous suivre graphiquement pendant toute la soirée. Donc, de temps en temps, on va vous afficher ce qu'elle fait en direct. Voilà, et puis elle va aussi restituer le travail qui sera fait en atelier
graphiquement. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Arnaud. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être devant vous ce soir pour animer cette table ronde qui s'interrogera sur les droits de la scène, pourquoi, comment, et est-ce qu'on peut peut-être passer à la diapo suivante, Isadora, tout de suite. Donc moi, je suis professeur de géographie à l'université de Rouen, et je vous propose qu'on commence en fait par réfléchir à cette question très générale à partir de l'exemple de ce qui a été entrepris à propos de la lagune de Mar Menor en Murcie, en Espagne, comme ça a été dit par Madame Nicroisa. Et en particulier, je ne vais pas revenir sur les enjeux écologiques, les menaces de pollution qui ont conduit au vote d'une loi reconnaissant à l'écosystème de la lagune un droit spécifique, mais par contre, voir concrètement qu'est-ce qui a été décidé. Et l'enjeu pour nous ce soir, c'est à partir de cet exemple concret qui aujourd'hui s'applique en Espagne, c'est de nous demander si c'est quelque chose qui est transposable à l'écosystème de la Seine. Est-ce que c'est opportun ou pas? Selon quelles conditions éventuelles? Selon quelles modalités de mise en œuvre? Et pour réfléchir de façon concrète, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde précisément les quelques principes qui ont été retenus, qui ont été reconnus à la lagune en tant qu'écosystème. Donc tout d'abord, le droit d'exister en tant qu'écosystème, ce qui implique le respect de l'ordre naturel qui permet à la lagune de voir son équilibre et sa capacité de régulation préservée face à des déséquilibres provoqués par les pressions anthropiques. Deuxième principe, le droit d'évoluer naturellement, ce qui comprend la protection de toutes les caractéristiques naturelles de l'eau, les communautés d'organismes, et je ne peux pas lire, je ne la connais pas par cœur, je suis désolé, le sol, les sous-systèmes terrestres et aquatiques qui font partie de la lagune de la Mar Menor et de ses bassins. À cela s'ajoute le droit à la protection qu'implique le droit à la protection implique de limiter, de suspendre et de ne pas autoriser les activités qui présentent un risque ou des dommages pour l'écosystème. Le droit à la conservation, qui requiert des actions de préservation des espèces et des habitats terrestres et marins, la gestion des espaces naturels protégés associés, le droit à l'entretien et à la restauration, ce qui nécessite, une fois le dommage survenu, des actions de réparation dans la lagune et dans son bassin versant, afin de restaurer la dynamique et la résilience naturelle, ainsi que le fonctionnement écosystémique. Alors on est sur un milieu qui est très différent du bassin versant de la Seine, mais on a aussi un certain nombre de points communs, notamment l'importance de l'eau et des relations au sein de l'écosystème. Alors pour mettre en œuvre le respect de ces principes, la loi prévoit une gouvernance nouvelle avec différents organismes, un comité de représentants qui est composé de citoyens, de représentants de l'État et de la communauté autonome de Murcie, donc la région, un comité de surveillance qui là réunit les acteurs locaux, aussi bien les représentants du secteur socio-économique que des collectivités locales, donc les municipalités, et enfin un comité scientifique qui renvoie à des choses qui existent déjà. Et à partir de là, l'enjeu pour nous, c'est de nous demander collectivement si c'est quelque chose qui serait opportun au regard de ce que l'on sait déjà du fonctionnement, de la protection de l'écosystème séquoien. Pour ça, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés 4 intervenants qui, à divers titres, peuvent être considérés comme des experts, mais aussi des acteurs de la connaissance et de la surveillance de l'écosystème. À commencer par Marine Calmet, que Madame Nicroisa a déjà présenté. Vous êtes donc une des cofondatrices de l'association
les gardiennes et les gardiens de la scène, mais vous êtes également juriste et fondatrice de l'ONG Wild Legal. Vous pourrez peut-être nous en dire un peu plus. Et je vais d'abord faire un petit tour de table pour présenter les uns et les autres. Cédric Fisson, vous êtes chargé de mission expert en écologie et plus spécifiquement en hydrologie au sein du GIP Seine-Aval, donc un groupement d'intérêt public qui a été créé maintenant il y a plusieurs décennies pour surveiller le milieu estuarien entre Pose et la baie de Seine. Et donc vous allez pouvoir nous livrer à la fois votre regard, vos impressions et puis vos opinions aussi sur ce que ça peut impliquer de passer d'un droit de l'environnement à un droit de l'écosystème. Ensuite, on a Xavier Brault, donc vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Rouen, spécialiste de droit public appliqué à l'environnement. Et enfin, Caroline Motin, vous êtes chargée de mission auprès du CPIER et de l'École nationale de paysage de Versailles sur le projet Vallée de Seine qui est engagé depuis maintenant une dizaine d'années. Et vous allez pouvoir aussi nous livrer la façon dont vous percevez ce changement potentiel qui aujourd'hui s'oppose à tous les acteurs, aussi bien évidemment les élus locaux, mais aussi les parlementaires, puisqu'on l'a dit, il y a quand même l'idée d'une proposition de loi éventuelle, et puis les habitants et tous les acteurs du territoire. Alors, Marine Calmet, si vous voulez bien, je vais commencer par vous donner la parole, de façon à ce que vous puissiez nous expliquer pourquoi, selon vous, ce passage au droit de l'écosystème représente une avancée et une réponse aux défis actuels qui se posent à l'environnement du fleuve. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Bon, impeccable. Donc en quelques mots, et j'ai 10 minutes, hein, c'est ça ? Environ. Bon, très bien. Je vais faire très rapide. Mais comme ça a été d'ailleurs très bien dit, souligné en introduction, et je vous remercie, le mouvement des droits de la nature, il a pour ambition d'apporter une réponse à un droit qui est donc globalement anthropocentré, c'est-à-dire globalement dirigé uniquement vers l'être humain. Nous, on considère que l'être humain est le seul sujet de droit, le seul à détenir des droits fondamentaux et le seul, du coup, à pouvoir disposer de l'ensemble des autres êtres qui sont juridiquement des biens, des marchandises, des ressources, des services écosystémiques. Et ça pose déjà un gros problème, un grave problème éthique dans la relation que nous entretenons avec nos milieux naturels. Parce que donc, de facto, nous pouvons disposer de ce qui nous entoure, un monde qui n'est pas composé de sujets, mais simplement d'objets pour réaliser nos projets, nous en tant qu'humains. Voilà. Et ça, Aldo Leopold, qui est un penseur de l'éthique environnementale, l'avait déjà bien ciblé en 1948 quand il sort un des livres fondateurs, qui s'appelle l'Almanach du Comté des Sables. Il dit « Nous maltraitons la Terre parce que nous la regardons comme notre propriété. Le jour où nous la verrons comme une communauté à laquelle nous appartenons, peut-être commencerons-nous à en user avec amour et respect. » C'était un des textes pionniers de l'éthique environnementale. Et ce courant de pensée, mais aussi la crise écologique qui s'est accentuée avec les années, a mené en 1972, et c'est pas pour rien que 1972, vous savez, c'est l'année du rapport Meadows sur les limites de la croissance. 1972, Christopher Stone écrit un livre fondateur du mouvement des droits de la nature qui s'appelle donc « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» J'en ai emmené quelques exemplaires si vous voulez regarder. Et ce livre est le premier à théoriser la faisabilité juridique du mouvement des droits de la nature, mais aussi son impérieuse nécessité sociale. D'une part, il soulève que reconnaître de nouvelles personnes juridiques n'est absolument pas un problème en droit. Il revient sur la création de toutes pièces des entreprises et même des États, voire des organisations internationales, qui sont des fictions juridiques extrêmement modernes pour répondre à nos enjeux. Systématiquement, on finit par faire évoluer nos modèles juridiques. Et puis, il revient aussi évidemment sur cette question des droits fondamentaux et de qui nous considérons comme un sujet. Et donc, pour ça, il a une réflexion tout à propos. Il fait un dézoom historique sur qui, à travers l'histoire de l'humanité, nous avons considéré comme des sujets à part entière. Il revient notamment sur la question
de la place et du régime applicable aux enfants dans le droit romain, parce que les enfants sont considérés comme la propriété du père, du pater familias. Celui-ci a le droit de vie ou de mort sur ses enfants, puisqu'ils sont considérés comme sa propriété à lui. Évidemment, sur le statut juridique des esclaves noirs, qui sont juridiquement aux États-Unis et ailleurs considérés comme du bétail, comme de la force de travail ouvrière. Il revient sur le statut des juifs dans le droit britannique, qui sont considérés comme des êtres ferae naturae, des êtres de nature sauvage. Et donc, il pointe du doigt l'idée que, à travers l'histoire de l'humanité, les dominants ont très souvent considéré et assimilé d'autres êtres humains à des animaux pour justifier un régime discriminant vis-à-vis d'eux, le fait de ne pas les considérer comme des êtres à part entière. Par exemple, pour tous les êtres vivants humains que nous avons découverts dans le Nouveau Monde en arrivant en Amérique du Sud, mais aussi le statut des femmes discriminées biologiquement du fait de leur condition en tant que, justement, je dirais, subordonné à l'homme par nature, parce que l'homme avait évidemment cette relation utilitariste, encore une fois, au corps des femmes et à leur fonction, du coup, au sein de la société. Et donc Christopher Stone pointe du doigt déjà, donc en 1972, l'impérieuse nécessité sociale de revoir ce lien de domination avec les autres qu'humains pour répondre à la crise écologique qui déjà arrivait dans les années 70 et qui se concrétise aujourd'hui. Donc ça, c'est important parce qu'il faut replacer le sujet des droits de la nature dans ce contexte. Ensuite, le mouvement a évolué, très présent en Amérique du Sud. Pourquoi ? À cause notamment des mouvements indigènes, autochtones, des révoltes contre des gros projets coloniaux, notamment en Équateur. Vous savez, l'Équateur, si le mouvement démarre en Équateur, c'est à cause de Texaco Chevron. C'est à cause des scandales liés au pétrole et de l'incapacité pour les populations locales d'obtenir justice, puisque Texaco Chevron n'a jamais été condamné pour les pollutions en Équateur et échappe encore aujourd'hui à la justice. Et donc, quand le peuple a la possibilité en 2008 d'adopter une nouvelle constitution, il y intègre les droits de la terre-mère, de la Pachamama. Et aujourd'hui, on a un nombre invraisemblable justement de jurisprudence sur des projets miniers, pétroliers, et puis récemment, très intéressant, une décision de justice de la Cour constitutionnelle équatorienne qui est venue valider la légalité de l'interdiction de la pêche intensive dans les 9 premiers milles qui entourent le littoral équatorien pour protéger les droits des écosystèmes marins et pour protéger les populations côtières qui dépendent de la pêche artisanale. Je ne vous en dis pas plus sur les décisions internationales parce qu'on a sorti avec l'Agence française de développement un livre en 2024, donc à l'été dernier, où je fais justement un panorama de 30 pays, 30 territoires où les droits de la nature sont reconnus. Et cet ouvrage, il est à télécharger en ligne gratuitement sur le site de l'AFD. Vous tapez simplement AFD, droits de la nature, et vous allez tomber dessus. Donc ça, c'est pour l'Équateur. Et puis donc, vous l'avez très bien dit, le mouvement ensuite prend de l'envergure, beaucoup en Amérique du Sud, beaucoup aux États-Unis. On a environ 150 sites aujourd'hui répertoriés aux États-Unis, au Canada, où il y a une loi, par exemple, sur le fleuve Saint-Laurent, qui est en cours d'adoption, en Afrique, en Asie, vous l'avez dit aussi, mais en Nouvelle-Zélande et en Australie, sous l'influence des peuples maoris et aborigènes, et puis finalement en Espagne. Et là où ça devient très intéressant, parce que l'Espagne, en l'occurrence, eux aussi, sont soumis aux droits européens, notamment à la directive cadre sur l'eau, et c'est très intéressant de se poser la question, pourquoi on en arrive là ? Pourquoi on en arrive là ? Parce que tout simplement, les citoyens sont excédés par la situation écologique de cet écosystème, à cause des pollutions agricoles, qui détruisent littéralement ce milieu aquatique. Et à cause de l'urbanisation galopante, cet écosystème subit une eutrophisation et est constamment, malheureusement, et notamment en 2009, soumis à ces pressions qui conduisent à son effondrement biologique. Et là où c'est très intéressant, c'est que grâce à l'initiative législative citoyenne, il y a un mouvement qui se crée de citoyennes et de citoyens qui réclament une loi pour protéger les droits fondamentaux de cet écosystème, inspiré justement par le mouvement mondial. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Ce ne sont pas, et nulle part dans le monde, ce ne sont pas des idées ou ce ne sont pas des mouvements qui sont des mouvements de technocrates. Ce ne sont pas des idées qui viennent des élus en général, ce sont des mouvements citoyens qui émergent face à des situations de crise majeure ou à une volonté de tourner la page face au modèle capitaliste et industriel. Ça, c'est important à l'avoir en tête. Ensuite, droit et personnalité juridique, parce que c'est de ça dont on parle dans le cas de la Mare Ménor. On parle donc, c'est noté comme ça dans la loi, l'écosystème passe du statut d'objet
au statut de sujet indissociablement biologique, spirituel, culturel et écologique. Et donc c'est très important, on passe d'objet à sujet. Et ce sujet, vous l'avez bien rappelé, il a des droits. Et il a un comité de représentants. À la différence de la situation française, où la personnalité juridique, on sait faire. Les parcs ont des personnalités juridiques. Juridiquement, ce sont des structures dotées d'une personnalité propre. Ils ont un conseil d'administration, un budget, la possibilité d'agir en justice. Donc la question de la personnalité juridique, en France, on sait faire. En revanche, aucun parc en France n'a des droits. Et ça, c'est important. Ce n'est pas une subtilité. Parce que dans notre rapport à ces écosystèmes, ça définit une toute autre relation. Et de manière très intéressante, en 2022 déjà, il y a eu un premier rapport qui a été écrit par l'IPBES. Vous savez, on appelle ça le GIEC de la biodiversité, donc les experts internationaux sur la biodiversité. Ils pointent justement quelque chose de très important pour les droits de la nature. Ils pointent quelles sont les relations que nous entretenons avec nos milieux de vie. C'est un rapport passionnant qui s'appelle « Valeurs et valorisation de la nature ». Comment nous concevons notre relation à nos milieux de vie. Dans le monde occidental, nous considérons que nous vivons de la nature, donc nous avons cette relation utilitariste aux ressources naturelles, et nous vivons dans la nature. Nous avons un droit essentiellement patrimonial. Nous conservons certains milieux parce qu'ils ont un lien avec notre identité. C'est comme ça que c'est construit en France, le droit de l'environnement. Nous vivons donc dans la nature, mais pas dans l'idée de vivre avec la nature. Et c'est ça que pointe l'IPBES. Ça, c'est relativement différent. Vivre avec, c'est reconnaître l'altérité de tous les autres sujets qui vivent avec nous. Ça, c'est un modèle culturel écocentré. Et l'IPBES va même jusqu'à distinguer ceux qui vivent comme la nature. C'est-à-dire qu'ils y voient même des liens de quasi-filiation ou de filiation, c'est le cas des Maoris par exemple, qui se reconnaissent dans d'autres milieux. On a eu une très belle décision, là, une loi qui a reconnu les droits du mont Taranaki, qui est une montagne sacrée pour les peuples maoris. Et la montagne est désormais non seulement sujet de droit, mais reconnue comme l'ancêtre lointain des populations maoris. Donc vous voyez, l'IPBES faisait déjà cette catégorisation dans ce travail passionnant de sociologie en 2022. Entre-temps, il y a eu l'accord cadre Kunming-Montréal qui est venu inscrire les droits de la nature comme un levier de protection de la biodiversité, donc soutenu par une majorité d'États membres qui ont adopté cet accord cadre. Et entre-temps, en décembre dernier, il y a eu un passionnant rapport qui s'appelle le rapport sur les Transformative Changes, les changements transformatifs que nous devons mettre en œuvre pour protéger la biodiversité. Et là, les droits de la nature sont explicitement nommés comme un levier direct pour agir. Pourquoi ? Parce que l'IPBES constate 3 défis majeurs. Le premier défi à résoudre pour protéger la biodiversité, c'est la rupture culturelle entre l'un et la nature. Nous ne voyons plus cette altérité dans les autres sujets. Or, il faut retisser ce lien. Le deuxième défi, c'est la concentration des pouvoirs et des richesses. On le voit avec Trump, on le voit avec Musk. Cette concentration des pouvoirs et des richesses fait que les lobbies ont des intérêts directs et menacent directement la biodiversité parce que leurs modèles d'affaires reposent principalement sur l'exploitation et la destruction du vivant. Et le troisième défi, ce sont les institutions. Remettre du temps long, remettre des intérêts autres qu'humains et sortir de la logique court-termiste essentiellement basée sur une logique économique pour nos institutions. Et donc ça, c'est 3 grands défis. L'IPBES dit que les droits de la nature répondent à 2 de ces défis-là. Le lien culture entre l'humain et la nature et les institutions. Parce qu'en plaçant les intérêts des autres qu'humains dans notre système de gouvernance, c'est comme ça que nous pouvons nous représenter un modèle politique dans lequel l'être humain n'est pas au sommet de la pyramide du vivant, mais à l'intérieur de cette communauté, et protéger ses interdépendances. Et c'est exactement à ce défi-là que répond la gouvernance mise en place sur la lagune Mar-Ménor. Et donc tout l'enjeu n'est pas d'opposer droit de l'environnement à droit de la nature. Les droits de la nature n'ont, dans aucun pays qui a reconnu les droits de la nature, les droits de l'environnement n'ont été supprimés. Les droits de la nature viennent reposer une base nouvelle dans laquelle l'être humain fait partie de son milieu de vie et retisse des liens juridiques entre nous pour protéger ces altérités, protéger ces liens d'interdépendance, remettre de l'éthique dans nos relations avec le vivant et reconstruire un modèle dans lequel nos valeurs sont au reflet de la société que nous voulons construire, à savoir une société qui valorise l'habitabilité de nos territoires et pas leur dégradation et leur destruction, leur exploitation par nos systèmes économiques dominants.
Merci beaucoup Marine pour cet exposé concis, malgré la densité des choses que vous vouliez nous faire part. Alors maintenant, je vais m'adresser à Xavier Brault. La lagune Mar-Ménor a été classée Ramsar en 1994 et il fait à peu près l'unanimité autour du fait que ça n'a pas empêché une dégradation très forte du milieu, les pollutions effectivement au nitrate dont vous parliez qui ont abouti à une eutrophisation, à une érosion, un effondrement de la biodiversité, générant ce mouvement de mobilisation citoyenne à partir de 2015-2016. Est-ce que selon vous, ce qui s'est passé en Espagne peut être transposé en France, éventuellement sur le bassin de la Seine? Est-ce que c'est quelque chose qui se justifie au regard de ce qu'on observe à la fois du point de vue de l'évolution du milieu, mais aussi sur le plan juridique qui est votre domaine de spécialité? Merci. J'aurais du mal à répondre à la question parce que je suis spécialiste de droit de l'environnement franco-français, même si forcément je m'intéresse au droit de l'Union européenne et très accessoirement au droit international public. D'ailleurs, vous avez donné l'excellent contre-exemple de la Convention de Ramsar, qui est tout ce qui est de plus fumeux dans le droit international public et qui effectivement est un échec assez total. Alors, je partirai d'abord de mon analyse d'universitaire, mais aussi, je dois ajouter, de mon expérience, de ma longue expérience associative devant les tribunaux, en partageant vraiment totalement l'analyse philosophique qui a été faite par Madame Calmet. Mais néanmoins, j'en arrive à partir de la situation beaucoup plus terre-à-terre que je vais examiner très sommairement, à des conclusions tout à fait différentes. Bon, je vais faire 4 remarques que je vais détailler un tout petit peu. La première, c'est que probablement, alors je n'ai pas étudié tous les pays d'Amérique du Sud, etc., dont il est question, mais probablement la différence de tous ces pays-là, la France, c'est suffisamment rare pour être souligné, est très en avance sur la question de la représentation, on peut le dire comme ça, j'exagère un peu, mais de la représentation de la nature devant les tribunaux. Et il y a des dispositifs qui sont loin d'être entièrement satisfaisants, bien évidemment, mais qui existent et qui permettent facilement, en l'état actuel du droit, en particulier, pas seulement, mais en particulier aux associations de saisir les tribunaux administratifs, qui permettent aux associations agréées de saisir assez facilement aussi, en droit, je dis, les tribunaux judiciaires et en particulier les tribunaux répressifs. Donc, je pense que l'idée de rechercher à tout prix un représentant de la nature pour pouvoir faire valoir ses droits devant les tribunaux, ce n'est pas la priorité en l'état du droit français. Le deuxième point, c'est que les vraies difficultés qui font que la nature n'est pas secourue, et il n'y a pas que les tribunaux qui sont utiles à ça, mais la nature n'est pas ou très peu secourue par les tribunaux. Il y a des difficultés, c'est certain, et je pense qu'il faudrait les traiter plutôt que d'imaginer un système, alors qui soit, j'ai bien compris qu'il n'est pas opposé, mais qui soit un système, un niveau supplémentaire de complications, pour dire les choses simplement. Voilà. Le juge administratif, le problème, le juge administratif qui a en gros une vocation plutôt de prévention des dommages à l'environnement, le juge administratif, je vais être un peu brutal, mais n'est pas un vrai juge. C'est admis quand même très largement par la communauté des juristes. Il y a un problème d'indépendance du juge administratif à l'égard du pouvoir exécutif, du pouvoir politique, du pouvoir administratif, en particulier au Conseil d'État. Bon. Par contre, le juge judiciaire, le juge répressif, alors ce qui conduit le juge administratif, le problème, c'est qu'il est bienveillant à l'égard du pouvoir exécutif, à l'égard de l'administration, etc. Et la réforme du statut des magistrats administratifs de 2022 a considérablement aggravé les choses. Bon. S'agissant du juge judiciaire, qui lui intervient plutôt dans des situations le juge pénal par exemple, de répression, de réparation des atteintes à l'environnement, lui c'est un vrai juge parfaitement indépendant, j'ose dire, mais qui rencontre d'autres difficultés, c'est qu'il est peu ou très peu saisi.
Et s'il est peu ou très peu saisi, c'est pas pour des considérations de droit, c'est pas parce qu'il manque une personnalité juridique à la nature, c'est pas parce qu'il manque la reconnaissance de droit à la nature. Il y a plein de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais qui sont en gros dans la chaîne pénale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ou très... Enfin, si, il y en a, mais il y a très peu, beaucoup trop peu de constatations d'infraction par les agents habilités. On voit que l'OFB, c'est les 2/3 à peu près des constatations. La gendarmerie, c'est presque un quart. Mais tout le reste, les services de l'État sont aux abonnés absents. Alors ou les agents, enfin excusez-moi, il y a peut-être quelqu'un d'autres établissements publics, mais du conservateur du littoral, etc., ne constatent pas les infractions. Ensuite, la deuxième étape, c'est qui poursuit, c'est principalement le parquet, le procureur de la République et ses substituts. Il classe ensuite 90% des procès-verbaux qu'ils reçoivent, qui sont déjà très très peu nombreux par rapport à la réalité de la délinquance écologique. Les problèmes qu'il faut résoudre, c'est là. Comment débloquer ici, comment débloquer là. Et c'est pas en reconnaissant des droits à la nature qui ne changeront pas ces mécanismes, disons, organisationnels et structurels de la justice. Parce que, du point de vue du droit, encore une fois, les associations agréées de protection de l'environnement, il y en a 57 au niveau national, il y en a des centaines en région et dans les départements, elles ont tout ce qu'il faut en droit pour saisir le juge pénal ou le juge civil des référés. Elles ne le font pas. Ou très peu, pardon, elles le font très peu. Là aussi, il y a des difficultés à identifier, des problèmes à résoudre, etc. Mais encore une fois, la solution ne réside pas dans la connaissance de droit ou la personnalité juridique. Il y a aussi un problème de fond, évidemment, que vous connaissez tous, c'est que le contexte politique actuel, qui là n'est pas que franco-français, est très défavorable à l'environnement et à l'écologie, et le droit de l'environnement régresse à toute vitesse. Peut-être que personne ne s'en est aperçu, mais dans la loi du 24 mars 2025, il y a tout juste un mois, on trouve une disposition qui a été exigée par des manifestations violentes d'organisations syndicales agricoles majoritaires, la quasi-dépénalisation de la destruction d'espèces protégées. Ça, je pense que c'est un problème absolument fondamental, une régression fondamentale, et il aurait fallu se mobiliser contre cette régression, je ne vais pas dire plus tôt, mais également, au moins autant que pour la reconnaissance de droit à la nature. Ça, c'est du concret, du réel, qui fait qu'il ne va plus y avoir du tout de poursuite pénale en la matière. Alors, enfin, je vais m'arrêter là. Dans une troisième observation, les priorités me semblent être, plutôt que, encore une fois, la personnalité juridique de la nature, qui risque d'être une coquille vide, des améliorations concrètes. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, hein, je sais que le contexte est difficile, hostile, etc. Mais néanmoins, c'est peut-être plus accessible. Il y a 4 grandes améliorations. Transformer le juge administratif, alors là, difficile. Le rendre plus indépendant, en faire un vrai juge. Je ne peux pas développer l'analyse là qui est très intéressante. En second lieu, s'agissant du juge judiciaire, c'est un vrai juge, parfaitement indépendant, qui n'hésite pas à être ferme, très ferme, avec les pollueurs, les agresseurs de la nature, etc. Mais néanmoins, il y a quelques difficultés que j'évoquais dans la chaîne pénale, et aussi dans l'absence, ou en tout cas l'insuffisance de la spécialisation. Parce que dans la plupart des cas, il y a heureusement maintenant quelques améliorations, mais dans la plupart des cas, ce sont les mêmes juges qui vont juger pendant 8 heures d'affilée des coups et blessures, des agressions sexuelles, etc., puis une pollution à 22 heures le soir. La spécialisation améliore beaucoup l'attitude, forcément, et le niveau de connaissance des juges en la matière. Le troisième point, c'est évidemment le contraire de ce qui se passe actuellement, c'est renforcer les institutions qui existent. L'Office français de la biodiversité en premier, il est menacé de disparition, on peut dire. Ces gardes sont invités à ne pas sortir de chez eux, et encore, s'ils restent dans leur bureau, ils peuvent se faire attaquer de la même façon. Et transformer peut-être l'OFB, qui a encore, malgré tout, de gros problèmes, on défend aujourd'hui l'OFB, mais qui a des gros problèmes de dépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Le président, enfin actuellement la présidente du conseil d'administration de l'OFB, c'est une personnalité politique, comme son prédécesseur, qui a été candidate à des élections sur des listes de la majorité présidentielle
forcément, j'ai envie de dire, c'est toujours comme ça dans des conseils d'administration. Et c'est là qu'il y a des améliorations à apporter. Améliorer l'indépendance de l'OFB ou du Conservatoire du littoral, etc., des agences de l'eau, qui peut passer par la transformation, mais là j'idéalise complètement déjà, en autorité administrative indépendante. Ça, c'est un système juridique qui existe en France, qui serait parfaitement adapté pour la transformation, par exemple, de l'OFB, avec évidemment, on n'en est pas là, des moyens supplémentaires, des inspecteurs supplémentaires, mais déjà, si les inspecteurs qui existaient, on les autorisait à faire leur travail, ça serait déjà pas mal. Et le dernier petit point, c'est évidemment, mais là, je n'ai pas besoin de détailler parce que ce serait tout un sujet à lui tout seul, de permettre aux associations agréées de protection de l'environnement qui ont quand même vocation, ce ne sont pas les seuls, mais qui ont vocation à représenter la nature devant les tribunaux, leur permettre d'utiliser le droit qui est à leur disposition, droit qu'ils utilisent beaucoup, beaucoup trop peu. Il y a de nombreuses raisons à cela. Merci beaucoup, Xavier, pour à la fois cette réaction, ce point de vue qui nous permet de mesurer l'ampleur de la question qui vous est posée en tant que citoyen, à savoir la promotion des droits des écosystèmes. Peut-elle suffire ou doit-elle être envisagée dans un contexte plus large qui intègre les enjeux politiques, administratifs et économiques au derrière aussi qui se posent? Alors, je rassure tout de suite Cédric Fissot, je ne vais pas lui demander de trancher ce point, mais plutôt de nous livrer sa perception, lui, en tant que spécialiste d'écologie, qui a un rapport écocentré à la Seine depuis bien longtemps maintenant, la façon dont vous percevez ce que ça pourrait apporter ou pas, ou ce qui manque dans ce que vous avez lu des droits de la Marne Nord, si on les appliquait à la Seine. Est-ce qu'il y aurait des raisons de se satisfaire, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait, un peu comme Xavier Brault nous le disait, être vigilant aussi à d'autres enjeux qui se posent en particulier dans notre vallée? Oui, alors, côté juridique, j'y connais rien, donc ça va permettre de se mettre au bon niveau. Moi, je me positionne plus comme un témoin de l'état de santé et de l'évolution de la Seine et de son estuaire de façon un peu plus spécifique, estuaire qui coule à nos pieds et qui, globalement, sont les 170 derniers kilomètres de la Seine, qui prend sa source à 777 km avant la mer. On est dans un milieu ici qui est marnant, donc on a la marée à Rouen, même si c'est de l'eau douce. Et ce qui nous intéresse dans cet estuaire, c'est ces gradients de salinité qu'on a à l'embouchure, ces gradients d'humidité qu'on a entre le lit mineur et le lit majeur, qui font toute la richesse de ce milieu-là, et c'est là où ça rejoint un peu notre lagune espagnole, où on est dans un écosystème, on peut discuter, on est plus dans et vous le verrez par la suite, un anthropo-écosystème pour avoir, j'ai le droit à 3 gros mots, je crois. Donc plutôt un écosystème transformé par l'homme, qui est très riche, qui est très spécifique et qui a besoin d'être protégé, eu égard les fonctionnalités écologiques qu'il exerce. Pour vous faire l'histoire de ce territoire de façon très, très rapide, mais ça permet un peu de dézoomer et de voir pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions aujourd'hui. L'estuaire de la Seine a commencé à être aménagé de façon importante au milieu du 19e siècle pour des usages industriels, portuaires, pour l'agriculture aussi. C'est passé par des approfondissements du chenal de navigation, par l'endiguement des berges, par des arasements d'îles, par de l'assèchement de marais pour en mettre des zones agricoles. Et ce que ça a donné aujourd'hui, juste pour vous donner 2 chiffres, on a divisé par 2 la surface en eau de l'estuaire de Seine. Donc entre Pose et la mer, on a une surface en eau 2 fois moindre qu'elle l'était il y a 200 ans. On a divisé par 5 les surfaces intertidales. Ces surfaces intertidales, c'est les vasières globalement, les zones qui sont découvertes à marée basse et qui sont couvertes à marée haute. Divisé par 5 ces zones-là. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est sur ces zones-là que les poissons vont se nourrir
de tous les organismes benthiques qu'on peut avoir dans les vasières. Ces poissons-là qui peuvent être... qui vont s'y nourrir, c'est notamment par exemple des sols, des bars qui vont se nourrir à l'embouchure pendant les premières années de leur vie et qu'on va retrouver après en baie de Seine. C'est aussi des zones de nourrissage pour les oiseaux, beaucoup d'oiseaux migrateurs qui vont passer en estuaire de Seine. Donc une richesse écologique assez spécifique. La Seine, dans son fonctionnement, permet aussi une épuration des eaux. Alors, pas suffisante quand on a vu la pollution qu'on a eue globalement entre les années 50 et les années 80, où la Seine était morte. On repart de là quand même, où la Seine était l'égout de Paris, l'égout de l'Eure, l'égout de Rouen, l'égout de pas mal de choses. Et on a eu un tournant fin des années 70, début des années 80, avec... un peu comme il se passe aujourd'hui, un constat de la part de pas mal de monde, services de l'État, de collectivités, de citoyens, d'industriels, d'une Seine vraiment dégradée sur laquelle il fallait faire des choses pour améliorer, pour reconquérir une qualité de l'eau digne de ce nom. L'été, il n'y avait plus d'oxygène en Seine, donc plus d'oxygène, plus de vie, plus de poissons, plus tout ce qu'il y avait. À partir des années 80, on a réussi à améliorer cette qualité de l'eau avec des tendances qui sont améliorées depuis 30 à 40 ans. Et aujourd'hui, une qualité de l'eau suffisante pour réavoir des poissons, notamment des poissons migrateurs. Il faut savoir qu'on a des saumons qui passent, il y a des truites de mer, il y a des aloses. Alors, pas forcément en grande quantité, pas forcément toujours en très bonne santé, mais on est quand même sur cette dynamique-là. Par contre, ce qui va bloquer... aujourd'hui, si on regarde cet état des lieux-là, ça va être plutôt une problématique d'habitat naturel. Les poissons, pour prendre ces organismes-là, ont besoin d'espace pour se nourrir, pour se reproduire, pour passer. Et aujourd'hui, on a des habitats très morcelés, des surfaces qui ont été largement réduites. Et si on veut un écosystème qui s'exprime pleinement, on a besoin de redonner de la place à ces organismes-là, donc de reconnecter le lit mineur de la Seine avec le lit majeur, donc de recréer des zones humides, de recréer des vasières, de poursuivre nos limitations de pollution et la réduction des pollutions pour aller vers un estuaire plus résilient face aux enjeux, changement climatique notamment, on pourra en parler également. Alors là-dessus, il y a des propositions, et c'est là où ça fait un peu écho. Je relisais ce qui a été présenté tout à l'heure, notamment via la proposition de comité scientifique qui a, sur la lagune espagnole, une mission de faire cet état des lieux via des indicateurs écologiques qu'on peut suivre aujourd'hui. Préciser, mettre en avant quels sont les risques environnementaux qui pèsent sur l'écosystème. Donc aujourd'hui, on les identifie sur la Seine, notamment cette disponibilité, cette accessibilité des habitats naturels pour les organismes aquatiques, peut-être des zones d'expansion des eaux pour limiter les inondations et recréer des zones humides avec l'intérêt écologique qu'elle peut avoir, et également avoir des propositions de restauration pour inverser un peu ce processus de dégradation. Et des propositions de restauration, c'est des choses qu'on a aujourd'hui avec des mesures ponctuelles qui existent depuis 10-15 ans dans la doctrine éviter, réduire, compenser, notamment sur le droit de l'environnement, qui sont clairement aujourd'hui pas suffisantes pour l'estuaire de Seine pour reconquérir un écosystème vraiment, je veux dire, qui fonctionne de façon consistante, et besoin d'une vision globale de ces projets de restauration pour que ce que fait un acteur, ce que fait un deuxième acteur, fait un troisième acteur, finalement ait du sens de façon globale et ensemble, et de pas raisonner qu'à l'échelle du territoire de chaque projet, et d'avoir cette vision globale. Et finalement, derrière cette réflexion, moi c'est surtout ça qui me... Enfin, il y a deux points que je trouve intéressants, c'est que si on regarde par la Seine et pas par le tel ou tel projet, finalement, on va voir ces besoins, notamment de restauration, comme ça a été fait sur la qualité de l'eau il y a une quarantaine d'années. On voit ces besoins-là, et après, on peut faire les mesures de gestion pour améliorer ces points vraiment problématiques. Pour vous illustrer ça, et justement cette dimension un peu géographique, c'était intéressant. Dans les années 60-70, on a des gros problèmes de désoxygénation d'eau au niveau de Rouen.
Le problème, il venait pas de Rouen. Le problème, il venait de Paris, des rejets d'azote qui sont transformés dans le milieu. Ça met un peu de temps à être transformé. Cette transformation, ça consomme de l'oxygène. Et le temps que cet oxygène soit consommé, finalement, on avait les creux d'oxygène au niveau de Rouen. Et donc, c'est des actions très en amont qui ont permis ça. Quand on parle de risque inondation, c'est pareil. C'est pas forcément au droit des zones où il y a des forts enjeux pour lesquels on veut protéger contre les inondations, mais c'est peut-être plus en amont, dans le contexte de l'estuaire de Seine, peut-être plus en aval aussi, de créer ces zones d'expansion des eaux. Donc du coup, on a besoin de cette vision globale et cette façon de regarder par la Seine peut apporter ça. Il y avait une autre chose que je voulais dire, que je ne sais plus. C'est pas très grave. Si, voilà, l'autre chose aussi que je trouve très intéressante, c'est je rapproche ça de différentes démarches qui émergent de plus en plus aujourd'hui. On peut parler de démarches citoyennes qui veulent pousser la baignade en Seine et pas qu'à Paris. La candidature de la Seine pour être capitale de la culture, donc là encore un autre item. La véloroute. Les quais, pour ceux qui sont Rouen depuis plus de 10 ans, rappelez-vous comment c'était il y a 20 ans, comment c'est aujourd'hui, et pas qu'à Rouen. On aurait fait il y a 15 ans une table ronde sur ces thèmes. Je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de monde dans l'amphi. Et donc tout ça, pour moi, ça va un peu dans le même sens. Que la Seine est redevenue fréquentable, on redécouvre que c'est joli, on redécouvre que ça nous apporte du bien-être, on redécouvre qu'elle a un fonctionnement écologique, qui a une valeur en tant que telle, et aussi une valeur pour ce qu'on vit tous les jours. Et finalement, je rapproche un peu tous ces éléments-là pour les mettre un peu dans une conscience citoyenne qui fait émerger cette envie, ce besoin de Seine, de meilleur fonctionnement environnemental. Et finalement, ces approches, j'ai l'impression, convergent vers ça. Et dans l'estuaire du futur, quand je vous disais tout à l'heure, les quelques chiffres sur l'évolution de l'estuaire, son aménagement, etc., l'estuaire tel qu'il sera dans 50 ans ou dans 100 ans, il est complètement différent de l'estuaire d'aujourd'hui et de l'estuaire d'il y a 100 ans. Et finalement, ce qui sera dans 50 ou dans 100 ans, c'est ce qu'on va construire aujourd'hui, demain, ce qu'on va vouloir en faire, quels sont les usages prioritaires auxquels on va associer la Seine. Et finalement, plus ces problématiques-là seront poussées, finalement, plus la voix de la Seine et de son fonctionnement environnemental a des chances d'être entendue et d'avoir une Seine résiliente face au changement climatique notamment. On n'a pas besoin du changement climatique pour avoir des problèmes en Seine, mais ça va en rajouter, ça va en rajouter d'autres. Et du coup, moi, j'avais un peu envie de globaliser ça dans cette démarche, cette réappropriation citoyenne du milieu que je trouve intéressante à aller qui va dans le sens d'une volonté d'un fonctionnement écologique pour la valeur intrinsèque que la Seine peut avoir. Merci Cédric pour cette invitation à élargir la focale sans nier la préoccupation autour des droits de la nature, mais en la pensant à la fois dans sa globalité, à travers également la question des solidarités, ce que vous disiez sur les rapports entre les sociétés humaines et ce qu'on appelait autrefois le milieu en géographie, qu'on appelle ça la nature ou autrement, la solidarité entre les humains aussi. Et c'est ça qu'un fleuve comme la Seine pose et nous met au défi de répondre. Et on se rend compte que l'aménagement technocratique à l'ancienne marche plus tout à fait et que l'enjeu, il est dans la réappropriation. Alors, Caroline Monta, je vais me tourner vers vous justement pour que vous nous fassiez part de la façon dont la réappropriation peut se passer, dont elle se passe effectivement, à travers notamment la question de la sensibilité à l'espace et notamment des paysages. Merci à la métropole Rouen-Normandie aussi de l'invitation. Il y a plusieurs définitions sur le terme paysage. Et la Convention européenne du paysage propose la suivante: une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et de facteurs humains et de leur interrelation.
Et l'objectif de la Convention est de promouvoir la protection, la gestion du paysage et l'aménagement des paysages, et d'organiser cette coopération européenne dans le domaine du paysage. Et la France a ratifié cette convention en 2006, et les engagements comprennent la sensibilisation à la valeur des paysages, la formation et l'éducation sur l'intervention des paysages, l'identification et la qualification des paysages, la mobilisation des acteurs concernés, l'analyse des caractéristiques, des dynamiques, des transformations aussi de ces paysages, et la formulation d'objectifs de qualité paysagère. Alors, le paysagiste, il œuvre dans ce sens pour construire un espace porteur de sens, de valeurs, de signification partagée. Et l'École nationale supérieure de paysage est le berceau historique de la formation de paysagistes, et sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors, en partenariat avec l'Agence d'urbanisme Le Havre, estuaire de la Seine, on pilote la fiche 1.3 connaissance des paysages et de leur évolution du CPER Vallée de la Seine, qui est le contrat de plan interrégional État-région signé en 2015 entre l'État, la région Normandie et la région Île-de-France, pour mettre en œuvre les objectifs du schéma directeur de développement de la Vallée de la Seine, parce qu'il y en a un. Alors, notre mission en Vallée de la Seine est de bâtir et de valoriser cette connaissance des paysages, de rassembler les compétences paysages dans un cluster, un réseau paysage, créer des outils opérationnels utiles au projet de paysage et contribuer à structurer l'ingénierie paysagère au sein de la Vallée de la Seine. Alors, l'ambition du CPER, qui est de constituer un territoire d'innovation dans la mise en œuvre de politiques publiques transversales et interrégionales, et de devenir un laboratoire d'expérimentation pour atteindre l'excellence environnementale, me semble tout à fait une force et un écosystème d'acteurs aussi à associer. Alors, le CPER et le paysage s'emboîtent facilement dans ce sujet qui nous réunit ce soir. Il est question de territoire, d'emboîtement d'échelle, de périmètre, d'acteurs, de mise en réseau, de conservation, d'harmonisation, de prospective et aussi de création. Alors, en paysage, on préfère le terme ménagement à aménagement pour minimiser l'impact sur le milieu vivant, notre socle géomorphologique. Alors, en paysage, l'expérience du site, du lieu est essentielle, à plusieurs vitesses de contemplation, à vélo, à cheval, en train, la nuit, le jour, l'été, l'hiver. Et la Vallée de la Seine, on ne l'a pas encore assez dit, mais elle est attractive, elle est authentique. C'est une dépression géographique allongée qui est façonnée par l'eau, un bassin versant composé par le fleuve, ses affluents, les petits fleuves aussi côtiers de la baie de Seine, un tracé d'est en ouest, comme tu le disais, de presque 800 km, mais aussi de 450 mètres de dénivelé sinueux, mouvant, où résident 18 millions d'habitants. Un nuancier de couleurs, de sons, d'arômes, plus ou moins encaissé entre coteaux, entre monts, collines, bois, forêts, mais aussi plaines, îles, marais. Un système linéaire, presque polycentrique, mais linéaire, de ports, de villes, d'écosystèmes, de parcs, de réserves naturelles, d'industries, de culture agricole, de belvédères et aussi de savoir-faire. C'est une limite naturelle entre deux, un entre-deux relié aussi par quelques ponts, par des bacs. C'est une diversité architecturale, plusieurs silhouettes aussi à l'horizon, ponctuées de cheminées, de bocages, de pylônes. Un mode d'occupation qui regroupe des activités économiques, de l'habitat, mais aussi des berges, du littoral. Une source d'inspiration pour les peintres, pour les écrivains. Un espace propice au sport, à la promenade. Un site de recherche scientifique, un bassin d'emploi. Un mode économique, un moteur économique plutôt, en termes de tourisme, de commerce, un moyen de transport, un maillon de la chaîne de distribution planétaire, mais aussi, surtout, un maillon de la chaîne d'alimentation et du cycle de l'eau, donc vital aussi pour notre espèce. Et donc, cette diversité du territoire illustre le besoin de transversalité lorsqu'il est question de paysage. Et le paysage séquanien fait partie de notre quotidien. De notre bagage culturel, de notre patrimoine matériel et immatériel. Le paysage a des difficultés à ne pas être seulement associé à un espace vert. Il a des difficultés, il peine à s'intégrer aussi dans les politiques sectorielles. Il existe quand même une loi paysage de 1993. Mais le cas du CPER est un exemple inédit, puisque c'est une opportunité, je trouve, pour la Seine, si on en avait des droits. Alors seulement, il dépend des aléas politiques, des subventions, surtout d'une gestion
et d'une ingénierie solide et pérenne. Alors, je précise que ici, les propos n'impliquent que moi et pas l'école ni les membres du CPER. Mais si j'étais la Seine et que je sollicitais un avocat, je demanderais à me défendre de l'indifférence et de la laideur. Comme il en existe pour la protection des oiseaux ou autres espèces, pourquoi pas une ligue de protection de la beauté de la vallée de la Seine, un bureau du ménagement des paysages aussi bien remarquable que quotidien. Alors oui, il y a urgence. Il s'agit d'un être malade, la Seine et notre vallée, de sa santé et de la nôtre par ricochet. Et heureusement, un malade peut guérir, il suffit de l'aider. Alors qui aura envie de s'installer en vallée de la Seine dans les décennies à venir? Alors quelle image d'exemplarité la ville-monde Source-Seine, Paris, Rouen, Le Havre va-t-elle léguer? Alors, pour être garant de la beauté de la vallée de la Seine, au sens large, j'insisterai sur 3 points qui me semblent essentiels et qui ont déjà été aussi balayés par tous ces documents qu'on nous a donnés comme source bibliographique pour pouvoir préparer un peu ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Alors, pour moi, les 3 points sont bâtir une vision commune et globale, comme le disait Cédric, et l'eau comme ensemblier, comme fil conducteur, paraît opportun. Un deuxième point, c'est trouver un mode de gouvernance qui à la fois fédère, sanctionne et éduque. Ce n'est pas nouveau, mais fédère, sanctionne et éduque. Augmenter, troisième point, la visibilité des besoins, mais aussi des progrès. Et non pas seulement dire ça ne va pas, mais on progresse sur la santé de la Seine. Et sur ce point, pour augmenter la visibilité, pourquoi pas organiser une exposition universelle séquanienne sur la recherche de solutions aux grands défis de l'humanité, donc qui prolongerait cette scène mise en scène pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Et la mascotte serait la déesse Séquana. Pourquoi ne pas concevoir un atelier permanent sur la Seine, et les financements pérennes aussi, comme l'atelier international du Grand Paris qui a permis d'amorcer le changement d'échelle entre Paris et le Grand Paris. Imaginez un service civique d'immersion en scène pour les jeunes, un voyage expérimental de la source à l'embauchure pour tout nouvel agent territorial et développer une pédagogie du regard, des conseils de quartier séquaniens, flottants pour révéler l'essence, reconnaître et cohabiter avec l'eau. Voilà. Sur le deuxième point, sur bâtir une vision commune, pourquoi ne pas s'appuyer sur le prochain CPER et le rapport environnemental qui pose les bases d'une évaluation? Mais allons au-delà, je pense, de l'aspect environnemental pour éviter une réponse juridique isolée. Trouvant comment articuler l'ensemble de ces documents réglementaires, rejoignons aussi le mouvement planétaire des 17 objectifs de développement durable. Il y en a plusieurs sur l'eau, sur la vie aquatique, sur les changements climatiques, la lutte contre le changement climatique, sur les communautés durables. Et sur le mode de gouvernance, il faut connaître l'objet défendu et comprendre les enjeux juridiques. Et donc, pourquoi ne pas proposer une formation continue sur habiter le paysage séquanien, qui intègre les droits, les acteurs. Je trouve que l'appellation Conseil du fleuve, comme pour le fleuve Atrato en Colombie, me semble intéressante comme organe de tutelle, celle de pacte intergénérationnel pour la vie de l'Amazonie colombienne aussi. Est-ce qu'il suffise pour la Seine? Comment répartir ces ambassadeurs ou garants des droits de défense des droits de la Seine sur tous les organes décisionnels comme le CPER? Moi, j'ai la casquette CPER sans prendre part, mais le comité de direction du CPER gagnerait, je trouve, à avoir un comité scientifique et un membre du Conseil national du paysage pourrait l'intégrer. Et donc, dans cette quête d'équilibre entre l'action humaine et l'action naturelle, nous avons des atouts et le paysage est un facilitateur. On a des connaissances, l'eau est un patrimoine commun d'intérêt général, le paysage est un bien commun. Le paysage est un bien commun. C'est le cadre de vie des populations. Et la Seine est un monument libre, comme l'ont dit certains étudiants. Vous pouvez consulter le travail des premiers étudiants de l'école en Vallée de la Seine, qui est à l'accueil. On a des outils, comme les ateliers de Cergy, pour Bertrand Varnier, qui est un des fondateurs et urbanistes de cette association qui a 40 ans. Il faut rendre l'eau à la terre. Il prône une politique de la goutte d'eau pour toute la biorégion, ce grand jardin séquanien, habiter l'Anthropocène. On a l'envie et un mouvement international aussi, lancé par Eric Orsena avec l'initiative pour l'avenir des grands fleuves qu'il préside. On a des doutes pour définir le périmètre, mais cela n'est pas un obstacle, puisqu'on peut oublier les limites administratives. On pourrait aussi inclure, pourquoi pas, la région Bourgogne-Franche-Comté dans le périmètre au moins de réflexion du CPER Vallée de la Seine. Voilà, donc nous connaissons les difficultés, je crois qu'il y en a
je retiens 3 difficultés. Le temps, la nature ne va pas nous attendre. Et les procès sont longs, comme le montre la lagune de Mar-Menor, loi en 2022, premier procès en 2026. Est-ce une possibilité de donner des droits à la Seine pendant une période d'essai? Est-ce que c'est possible de tester aussi un secteur, puis d'étendre l'expérience si elle fonctionne, si elle est positive? On pourrait aussi envisager de travailler sur les sites démonstrateurs que le CPER a en vue, avec la coopération des 5 agences d'urbanisme de l'axe Seine. Une deuxième difficulté est l'instrumentalisation par la concurrence des droits, par des champs politiques, des intérêts personnels, mais aussi les coûts. Et une troisième difficulté, j'ai relevé aussi la crainte de que ce soit une démarche reproductible et presque provoquer une révolution. Mais en termes de méthode et de réponses pratiques, je trouve que oui, on peut s'en inspirer, mais en termes de paysage, chaque paysage est singulier, intransposable, comme l'affirme la chaire en paysage urbain de l'UNESCO. Et donc, à chaque malade, je trouve son traitement. Enfin, on a surtout un paysage séquanien qui continue de nous proposer des émotions, de procurer des émotions. Et pour moi, c'est l'essence même d'un paysage, une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est ce qui nous bouge, on va dire, à innover pour maintenir, pour modifier ou aussi pour améliorer. C'est, je crois, ce qu'on appelle le droit à la non-régression, améliorer, trouver un équilibre, quelle que soit la figure juridique. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Caroline, merci à chacune et chacun d'entre vous. Je m'adresse à Isadora pour savoir combien de temps il nous reste pour éventuellement tenter de répondre à d'éventuelles questions. Alors vous allez avoir le temps, après, dans les ateliers, de réagir, de proposer vos avis, vos interprétations. Donc là, ce qu'on vous propose là maintenant, c'est simplement de prendre peut-être des questions d'explicitation, d'éclaircissement, qui pourront ensuite alimenter votre réflexion. C'est ça. Et pas beaucoup de questions, puisque... On a combien de temps? On fait 5 questions, Maxi? Bonsoir. 5 questions, merci. Peut-être 3 heures. Des questions courtes, des réponses courtes. Oui, question courte. Qu'est-ce que... donc, on a vu qu'il y avait plusieurs exemples de fleuves ou de lagunes qui sont devenus des personnalités juridiques. Qu'est-ce que ça a apporté concrètement par rapport à toutes les pollutions et les destructions d'habitats, concrètement? Deuxième question d'un ségeur. On prend les questions en Oui, série oui. pour éviter de perdre du temps. J'ai une deuxième. Monsieur? Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est la question de la notion de personnalité juridique et donc d'énoncer des droits. Donc voilà, la question c'est, il faut les énoncer. Donc qui les énonce et quels droits? Et puis c'est pour recouper aussi la question le rapport avec ce que disait le juriste. En quoi, alors là, j'ai pas trop pensé à la question, mais quelle différence ça va apporter concrètement de porter qu'une personne morale, que ce soit une personne qui porte plainte pour défendre ses droits, qu'il faudrait définir, et la différence à ce qui est actuellement sur les droits de l'environnement, qui le droit préserve cet environnement, des espèces à préserver, etc. Donc limite notre action déjà, et en quoi ça va, c'est un peu la question de la dame, en quoi ça va avoir une différence, est-ce que c'est plus efficace? Puis après c'est vraiment la question de qui énonce les droits. Enfin c'est quoi les droits du fleuve en fait? On a compris. Merci. Oui. Qui énonce les droits, c'était un peu le sens de ma question réflexion, mais c'est-à-dire est-ce que l'intérêt final de définir un droit pour un fleuve, un milieu naturel, un espace, un paysage, c'est la possibilité demain de faire des procès, ou c'est le processus de définition justement de qui définit les droits, de la réunion des acteurs qui le définissent, de ce qu'ils construisent ensemble et de ce qui est finalement à la fin inscrit dans le droit et qui peut être dénoncé ou pas. Et donc, finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt le processus et le nouveau récit que ça apporte qui est un intérêt, plutôt que le droit qui va conduire demain à avoir des procès et voilà. J'ai encore une question ici. Merci, bonsoir.
Des commentaires, une question. La première, effectivement, je rebondis sur ce qui a été évoqué sur la gouvernance. Pour moi, c'est assez nébuleux parce que j'imagine mal tous les acteurs du fleuve, de Paris jusqu'au Havre, se mettre d'accord sur qui pilotera. Admettons qu'on trouve quelqu'un. Est-ce que c'est lui qui sera légitime pour porter une action en justice, premièrement? Mais tant mieux si on arrive à trouver quelqu'un. Maintenant, j'y vois un nouveau dossier, enfin un nouvel acteur. Mais est-ce que ça en fait disparaître un autre ou pas? Parce qu'on va être confronté à une multitude, comme on l'est déjà aujourd'hui. Alors, on parle de l'OFB tout à l'heure. Moi, je les ai déjà rencontrés. Ils étaient plutôt actifs. Ils n'avaient pas peur de sortir de leur bureau, mais on n'a peut-être pas vu les mêmes. Ensuite, voilà, on a l'autorité portuaire, on a Voies navigables de France, on a l'Adréal, on a quand même beaucoup de personnes qui interviennent sur les dossiers d'aménagement du territoire. Et donc, est-ce que cette personnalité morale viendrait se supplanter à une autre structure? Parce qu'à un moment donné, les opérateurs, alors je viens un peu du milieu économique, c'est un peu un gros mot, mais on est très, on ne sait plus où donner de la tête en fait, on ne sait plus à qui s'adresser. Donc à un moment donné, s'il y avait une unicité de commandement, comme dans l'armée, là aussi ça fait peur, mais on avancerait peut-être plus facilement. Voilà, donc la question est, est-ce que ça appellerait la disparition d'autres structures si on devait faire ce genre de choses? Merci. La 5e question. Je vais faire super court. L'échelle, hein, vous avez parlé tous d'échelle. En fait, on fait quoi? On va d'une ligne de crête à une autre, ou on va du bassin de vie. Alors les bassins de vie, la définition, c'est souvent les transports, plus que l'eau. Où on va du lit mineur, le lit majeur. Eh bien, merci pour ces 5 questions qui se lancent. D'accord, Marie. Alors, des réponses brèves à des questions brèves. Ok. Donc, sur l'apport du mouvement des droits de la nature, et j'en profite pour répondre aussi aux autres questions en même temps pour essayer de faire un énoncé un peu global. Donc, il y a eu plusieurs écoles, en fait, dans le mouvement des droits de la nature de reconnaissance. Ça a pris plusieurs formes. L'Équateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est passé par la Constitution. Et dans cet article de la Constitution, l'article 10, la nature dans son ensemble est une personne juridique. Pas un fleuve en partie, l'ensemble des écosystèmes constitue une personne juridique, une communauté vivante. Et ce qui est très intéressant, c'est que le juge, en fonction des cas ou selon les besoins locaux, eh bien, vient re-questionner la personnalité juridique à l'aune du besoin du cas. Je vous cite un exemple, l'exemple de la forêt Los Cedros. Je pourrais prendre un autre exemple, ça répondra à votre question sur les fleuves. On a eu une très belle décision l'été dernier, en août 2024, sur le fleuve Machangara. Le fleuve Machangara, c'est celui qui traverse la capitale, donc Quito, qui est extrêmement pollué à cause du manque d'infrastructures de traitement des eaux. Des dizaines d'associations locales ont saisi la justice pour faire valoir la carence de la ville de Quito dans la protection des droits fondamentaux de cet écosystème et leurs droits fondamentaux violés du même coup. Ça, c'était un impact direct. Le juge local a constaté qu'effectivement, le fleuve était dans un état catastrophique et que c'était donc la responsabilité de la ville de faire respecter les droits fondamentaux du fleuve et les droits fondamentaux des populations dont il a la responsabilité. Donc ça, c'est pour un exemple, j'en citerai d'autres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une question se pose, le juge va du coup se poser la question du périmètre et appliquer les droits fondamentaux propres à cet écosystème-là. On a une grande flexibilité, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, du coup une vision globale des besoins du milieu, repris au cas par cas, justement en regard des besoins écologiques du milieu lui-même. Donc on a une grande souplesse. Là où d'autres scénarios juridiques ont émergé aussi, par exemple en Nouvelle-Zélande avec le fleuve Wanganui, où là, par le biais d'une loi, ou du Mont Taranaki dont je parlais tout à l'heure, le législateur, donc le Parlement, a adopté une loi qui reconnaît explicitement la personnalité d'un écosystème et les droits associés à cet écosystème. C'est dû au contexte politique local, parce que chaque bataille maori menée comme ça devant les tribunaux, eh bien, se fait à bout de bras, et donc il gagne écosystème par écosystème. On en revient à la question de quelle porte politique va s'ouvrir et qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir. Et là, je voulais souligner et répondre du coup à cette
possibilité qui est, à mes yeux, ouverte aussi en France, si on devait se projeter justement dans les scénarios possibles. En France, la réouverture de la question de la Constitution et l'introduction des droits de la nature dans la Constitution française est une possibilité. Une loi dédiée à un écosystème sur le Maori, avec une personnalité propre et des droits propres, c'est possible. On le fait écosystème par écosystème pour chaque parc national en France. C'est un arrêté ministériel qui vient énoncer la personne juridique parc, la doter d'un régime particulier qui évolue avec le temps. Donc on sait faire, on peut faire du cas par cas aussi dans nos ministères, on pourrait le faire devant nos institutions parlementaires. Bref, et on pourrait envisager parfaitement une loi d'expérimentation. On le fait, c'est une possibilité sur plein d'autres sujets, expérimenter pour une période donnée des droits et une personnalité sur la scène. Nous, on accompagne par exemple aussi la réflexion sur les droits de la Garonne, on accompagne un collectif et la commission locale de l'eau sur la Bièvre. Il y a tout un tas d'écosystèmes sur lesquels on pourrait déjà expérimenter ces propositions juridiques, en tirer des conclusions, voir ce qui marche pas, comment ça marche, etc., dans quel contexte, et donc en tirer des conclusions. Et pour répondre à la question de la finalité de tout ça, le but est à la fois de repenser les gouvernances à partir du milieu, justement, et ne plus se limiter à des questions de conflit d'usage entre êtres humains, entre activités humaines. C'est une question fondamentale, la gouvernance, parce qu'une bonne gouvernance évite de très mauvais procès, de très mauvais conflits ensuite qui se dégradent. Et on le voit en ce moment. On le voit avec les méga-bassines, on le voit avec les retenues collinaires. L'eau est une question qui focalise les conflits, parce que l'eau est une ressource vitale pour tous, humain ou autre qu'humain. Et donc, replacer la question des droits de la nature dans la question de la démocratie, et là encore, notre démocratie, en ce moment, elle est attaquée de toutes parts, et là, je pense qu'on se rejoindra avec mon collègue, c'est que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on s'en prend à la Commission nationale du débat public, il faut réindustrialiser la France, il faut passer en force, la parole des citoyens, c'est plus une question, on détruit le droit environnemental à la serpe, parce qu'il faut aller plus vite, plus fort, etc. Et donc, oui, la question des droits de la nature, elle est essentielle, parce qu'elle se place exactement dans ce nœud névralgique qui est quelles sont les valeurs piliers de notre société. Est-ce que l'habitabilité de notre territoire fait partie de notre valeur essentielle, de notre condition sine qua non d'habiter de notre territoire, c'est juste ça, ça paraît être du bon sens. Et pourtant non, parce qu'aujourd'hui, la valeur prédominante est accélérer, réindustrialiser et faire émerger une économie française qui est en vérité totalement à l'encontre des besoins de nos milieux de vie eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est ce nouvel acteur qui émerge, qui est la scène, mais qui est en vérité plus large que la scène, qui est tous nos milieux de vie. Et dans toutes ces poches de vie dans lesquelles nous vivons, comment on repense notre démocratie pour redonner de la place aux citoyennes et aux citoyens, refaire vivre la démocratie, mettre en œuvre un droit solide, parce que vous avez dit tout à l'heure, oui, mais il faudrait renforcer nos institutions, renforcer notre droit. Mais moi, je crois, et je fais souvent ce parallèle, dans une société patriarcale où on a le droit d'écraser les femmes, où les femmes n'ont pas de droit, pas de position, pas de statut, eh bien, on s'en fiche. On y va, on détruit tout, je veux dire, on exploite, on tue, etc. Mais dans une société où les droits des femmes, les femmes sont reconnues comme des sujets politiques, ont des droits propres, on ne peut plus faire ça. C'est plus possible, ça choque tout le monde. Aujourd'hui, voilà, vous dites aux femmes, on annule le droit de vote des femmes, finalement, c'était une mauvaise idée. Bon, ben non, ce retour en arrière n'est plus possible. Et bien, c'est exactement ce que me disent les camarades en Équateur. Ils disent, heureusement qu'on a les droits de la nature dans notre Constitution. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais entre-temps, il y a eu quand même des changements politiques extrêmement forts. Le président actuel, il est pro-extractiviste, il donne des permis miniers à tout bout de champ. Et bien, heureusement que les citoyens peuvent aujourd'hui se prévaloir de ces droits constitutionnels de la nature parce qu'ils permettent d'obtenir, comme en Colombie, justement, une révision de la gouvernance, une inclusion des citoyens, une vision sur le long terme écosystémique et une protection de leurs droits fondamentaux. Parce que ça, on l'a oublié de le dire, mais vous savez, la loi sur la mer Ménor, à peine elle a été adoptée, et il y a eu un vote très large, sauf les voix de l'extrême droite. Sauf les voix de l'extrême droite. Ce texte a été immédiatement attaqué par Vox, donc le parti d'extrême droite, et on a eu une décision extraordinaire devant la Cour constitutionnelle espagnole qui a balayé d'un seul coup tous les arguments de l'extrême droite, qui opposaient les droits de la nature aux droits humains. La Cour constitutionnelle a dit ça n'a aucun sens, puisque demain, le droit à la dignité des êtres humains ne pourra pas être garanti si nous ne protégeons pas l'intégrité de nos milieux de vie. Nous ne pouvons pas opposer droit humain et droit à la protection des milieux de vie, parce que tout simplement, ces deux sont indissociables. Merci Marie. Et ça, c'est très important. Pardon, voilà. Et un petit peu la parole aux autres intervenants qui souhaiteraient. Xavier Brault. Oui, moi je voudrais dire un mot sur
La question de monsieur, principalement, qui a évoqué la gouvernance, qui est absolument centrale et qui rejoint celle de la représentation. Et faire le lien aussi avec une autre question sur qui énonce les droits. Parce que dans tous ces cas-là, on retrouve la même difficulté, c'est-à-dire que déjà le droit, c'est une création de l'homme, donc on ne va pas tourner autour du pot, ce sont les hommes qui font le droit, toujours. Et qui énonce les droits de la nature? Ce sont les hommes, mais quels hommes? C'est ça la question. Est-ce qu'on va donner toute leur légitimité méritée aux scientifiques, aux acteurs économiques, à l'administration molle, etc., etc. Et vous avez évoqué à propos de la gouvernance l'adjectif nébuleux, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, comment on va gouvernancer tout ça. Et j'ai jeté un coup d'œil sur la diapo sur la Mare Menor. Je vois que finalement, sous couvert d'un truc révolutionnaire, on retrouve les mêmes choses que ce qu'on trouve en France, dans des institutions qui fonctionnent mal ou au détriment de la nature, à savoir des intérêts déséquilibrés. On a des représentants de l'administration, des représentants des intérêts économiques, des représentants des associations d'environnement, je ne sais plus, mais c'est les mêmes catégories que dans nos institutions. Donc, ce qu'il faut, c'est partir de l'existant. On ne va pas inventer un truc qui, comme vous le dites très justement, ne va pas supprimer les autres dispositifs. On avance dans le millefeuille, on va créer une couche supplémentaire qui ne servira à rien et qui créera de la confusion. C'est la raison pour laquelle il faut essayer d'améliorer la situation. Et dernière observation, puisque vous avez évoqué les gardes de l'OFB qui restent chez eux, ce n'était pas du tout une critique contre les gardes, c'était au contraire une allusion aux menaces et aux violences dont ils font l'objet et qui les empêchent souvent de sortir. Si je peux sortir de mon rôle un peu d'animateur et donner un élément de réponse aussi à monsieur sur la gouvernance. Vous le savez, il y a un endroit en France où la gouvernance des territoires, suite aux grandes réformes de décentralisation, est compliquée, c'est la métropole parisienne, en plein milieu de la vallée de la Seine. Et là, c'est compliqué depuis 30 ans, alors que ça se met en place un peu partout ailleurs en France. Et c'est en train de monter en puissance ici en Normandie, mais dans beaucoup d'autres régions en France. Donc on pourrait être un peu pessimiste sur le caractère nébuleux de tout un tas de dispositifs qu'on pourrait ajouter au millefeuille existant. J'entends bien votre question, sauf qu'on est dans une exception dans la vallée de la Seine, puisqu'on a une gouvernance efficace qui marche depuis bientôt 60 ans. Cédric en parlait à propos de ce qui s'est passé dans les années 60-70, la création d'une agence de l'eau, une institution qui anticipait quasiment de 15 ans les lois de décentralisation, avec une représentation multipartite de tous les acteurs concernés, de l'amont à l'aval, en prenant en compte tous les affluents de la vallée. C'est le comité de bassin qui a mené des politiques depuis plusieurs décennies qui ont eu toute une série d'effets dont Cédric peut rendre compte à travers la restauration, le retour de la biodiversité dans la vallée de la Seine, même si le chemin est encore long. Donc ce n'est pas du tout illusoire et un rêve de penser qu'une gouvernance efficace soit possible. La question qui se pose aujourd'hui, et notamment si on compare avec la lagune de Mare Menor, c'est est-ce qu'il faut de nouveaux outils ? Est-ce qu'il faut de nouvelles compétences, de nouvelles missions ? Et est-ce qu'il faut une nouvelle gouvernance qui représente différemment les intérêts des habitants de toute la vallée de la Seine, habitants humains et non humains. Et donc la question que je pose, c'est la composition de ce comité de bassin. On voit bien que ce n'est pas du tout la même que pour la lagune de Mare Menor. Et c'est aussi une des questions qui vous est posée ce soir, c'est en tant que citoyen, est-ce que vous pensez qu'il faut que les citoyens s'emparent aussi de cette question-là, ou est-ce qu'elle doit rester comme elle fonctionne depuis 60 ans, de façon relativement confidentielle, technocratique, mobilisant des institutions autorisées? C'est ça la question qui se pose, il me semble. Excellente transition pour l'atelier. Bon, je vous invite à poursuivre les débats, cette fois-ci entre vous, mais aussi avec nos intervenants qui seront là. Il y a à boire, il y a à manger et il y a 1 heure de temps de travail pour que vous puissiez nous aider à identifier les différents enjeux et à, pourquoi pas, bâtir une contribution territoriale de ces questions-là. Est-ce que oui ou pas et de quelle manière des droits pour la Seine. Donc ça se passe au patio. De toute façon, on va vous guider. Les personnes qui vous ont accueilli, elles vont vous guider également. Il suffit de monter.
Et vous aurez, tout est là, tout est prêt pour que vous puissiez vous installer et commencer à travailler. Et j'arrive aussi pour vous donner les différentes explications. Et on fera la restitution là-haut pour ne pas perdre de temps. Et comme ça, on peut continuer à manger pendant qu'on fait la restitution. Oui, j'arrive.